Bonjour à tous. Bonjour Nathalie, bonjour Sophie, bonjour Julia. Moi, je Bonjour. passe juste faire la petite intro et puis vous annoncer, on est vraiment super désolé, mais on a deux de nos praticiens qui devaient être là. Un qui a eu un gros souci personnel de santé et un autre qui a un souci patient. Et donc là, vous comprendrez que ils seront pas avec nous, mais on perd pas autant parce qu'on a et Sophie et Julia et Nathalie et son équipe qui seront là pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, on va parler Nutri-Score, on va parler santé et je remercie et Sophie et Nathalie et Julia d'être là. Moi, je vais devoir vous abandonner parce qu'aujourd'hui, mes élèves, vous savez que j'enseigne aussi, ils sont en soutenance d'innovation, donc je vais devoir repartir avec eux. Mais je crois qu'on se retrouve le mois prochain pour parler de sucre normalement. Et puis on aura, je crois, des vidéos de nos deux praticiens qu'on pourra mettre en ligne. Donc je salue tout le monde, je vous remercie, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je vous dis à tous à bientôt. Je vous embrasse, au Merci, revoir. merci Sandrine. Au Bonne revoir. soutenance. Merci beaucoup. Donc, comme l'a indiqué Sandrine, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant Jean-François Narbonne qui a un gros souci de santé, et puis le docteur Alain Toledano qui est avec une patiente. Donc, évidemment, comme notre sujet c'est la santé, vous comprenez qu'on est en parfaite empathie avec tout ce qui se passe. Je reprends un peu mes esprits puisque je viens juste d'apprendre ça. Et donc, on va concentrer notre webinaire aujourd'hui sur les premières parties des interventions, c'est-à-dire sur le Nutri-Score et sur l'information sur les origines, notamment de nos aliments. Il était intitulé notre webinaire « Les scores et les indicateurs sont-ils des outils efficaces pour améliorer durablement la santé des populations ?» On va faire un état des lieux, on va regarder un petit peu aussi les critères d'efficacité et surtout cette partie évaluation et accompagnement. On démarre notre webinaire en même temps que la flamme olympique est allumée. C'était un signe. Bon, j'espère que ce sera un signe heureux pour la suite. Et notamment, je souhaite vraiment des merveilleux Jeux olympiques en France et à Paris notamment, Paris 2024. Donc, pour nous expliciter ces problématiques de score et d'aide finalement par rapport à notre santé, j'aurai le plaisir donc d'accueillir deux intervenantes et on aura une vidéo également de Geoffrey qui nous a préparé ça. Première intervenante qui est donc présente, c'est Sophie Janvier, donc qui est à la fois nutritionniste. On partage pas mal de choses ensemble et autrice. Je dis autrice, ça te plaît, ça te convient? Ouais, comme ça au moins c'est clair. Auteur, on est obligé de faire un E. Ouais. Autrice, au moins c'est clair. Tu es diplômée en nutrition, tu aides les salariés, notamment, je parle justement à pas mal de nos participants qui sont des professionnels. Donc tu aides les salariés et les particuliers à trouver une alimentation qui est adaptée à leur bien-être à la fois physique et mental. Tu es une fille de chef, tu es vraiment centrée sur le plaisir de manger. Tu es à la fois aussi autrice, mais aussi journaliste qui combat les fake news. On voit bien tes posts, c'est super. D'ailleurs, tu as une aura assez importante sur les réseaux. Tu fais des conférences, des webinaires. Tu as été autrice de La méthode douce pour mieux manger. Je le rappelle parce que c'est un livre qu'on apprécie beaucoup chez Évidence Santé parce qu'on partage vraiment cette approche. Donc, c'est aux éditions Le Duc. C'est toujours disponible. Tu peux même faire des dédicaces, des conférences dédicaces. Et tu as créé un programme en ligne qui s'appelle Boost. Tu es, et moi je te lis sur le magazine Elle et aussi sur Top Santé. Tu es évidemment membre du réseau Femmes de Santé et Réseau que je ne connais pas. C'est un réseau de professionnels de santé spécialisés dans l'endométriose en Île-de-France. Ok, ben voilà, tu vois, je ne connaissais pas ce réseau-là. Pour compléter ce plateau, on a Julia donc Terman-Perrault, qui est, alors pareil, elle a plein de casquettes, mais je l'ai invitée notamment par rapport à cette mission qu'elle a de responsable du développement, notamment du collectif En Vérité, puisque Julia, elle essaye d'allier passion et impact, et c'est pour ça que tu t'es engagée dans la transparence, dans la transparence alimentaire, la transition aussi agroalimentaire, puisque tu accompagnes plusieurs organisations, notamment le collectif En Vérité, comme je viens de le dire, la démarche Planet Score, tu pourras justement en parler, on n'avait pas forcément prévu, mais puisqu'on aura un petit peu plus de temps, et je pense que ça intéresse aussi beaucoup des participants. Et pareil, Lively Earth, que je ne connais pas, donc tu peux nous en dire quelques mots.
Tu es à la fois passionné de nutrition et tu es convaincu qu'on peut avoir un impact par notre alimentation sur notre santé à court et moyen et voire à long terme, et que tu es également conseillère en nutrition. Tu accompagnes aussi les particuliers. Donc, n'hésitez pas à contacter. Voilà, on est une petite série de spécialistes. On devait donc avoir le professeur Narbonne qui nous aurait expliqué le Nocice-Score, et puis Alain Toledano qui aurait fait un petit peu une synthèse globale sur justement ces nouveaux facteurs de risque par rapport au cancer, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et l'alimentation a une place assez importante. On aura donc un témoignage vidéo sur des applis, notamment 2 applis créées par Geoffroy Kretz, qui sont des applis qui s'appellent Quit et Sobero. Et en fait, ce sont des applications qui sont basées sur les sciences cognitives et comportementales et une notion de gamification qui aide donc les patients, notamment les fumeurs et les alcool dépendants, à les aider soit à arrêter, soit à avoir des démarches qu'on appelle des démarches de réduction des risques. Et notamment, par exemple, Quit accompagne près de 4 millions d'utilisateurs et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, des démarches personnalisées pour aider dans la gestion des addictions. Donc, on le voit, je repasse à mon intro globale. Donc, la bonne information des consommateurs, c'est un outil qui est puissant en termes de santé publique, mais la bonne information. Donc, augmenter le niveau d'éducation, d'information permet vraiment à chacun d'agir sur sa santé. Mais en même temps, donc le fameux en même temps qui est très contemporain, les consommateurs, ils manifestent aussi des nouvelles attentes. Nous, on le voit sur nos services consommateurs en termes de transparence, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir d'où viennent les produits, tout type de produits, d'ailleurs, il n'y a pas que pour l'alimentaire. On commence à regarder les étiquettes, d'où ça vient, où ça a été fabriqué, etc. Donc, mais en particulier, parce qu'ils font vraiment un lien entre la provenance et notre santé et notre environnement. Donc ça, c'est vraiment, je dis toujours, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas se passer un produit doit être à la fois bon pour notre santé et pour notre planète. Et le consommateur, il commence à avoir ces réflexes-là. On le voit vraiment, nous, sur les questions, sur nos services consommateurs qui sont sur toutes marques confondues, dans l'agroalimentaire et dans d'autres secteurs. Donc, évidemment, au cours de ces dernières années, on a vu beaucoup de scores, d'indicateurs, d'applications se développer. Donc, la plupart nous aident à nous orienter. Les usages peuvent être multiples d'ailleurs. Et le concept de scoring que j'aurais voulu que le professeur Narbonne nous explique a beaucoup été travaillé dans l'écotoxicologie et la toxicologie. Comme le disait en préambule avec Sophie, c'est que sur la partie toxicologique, c'est un peu plus simple, puisque c'est des produits sur lesquels on n'en a pas un besoin vital. Donc, on peut faire un scoring et regarder, en fait, le niveau de risque de chacune des alternatives. Tandis que pour l'alimentation, eh bien, on a des questions plus complexes parce que on peut pas dire aujourd'hui qu'un aliment finalement comporte un risque, mais c'est sa consommation, c'est l'environnement dans lequel on va le consommer, c'est les quantités, etc. Et c'est le type d'aliment, parce qu'effectivement, dans aliments et aliments, il peut y avoir plusieurs types de provenance, de fabrication. Donc, dans beaucoup de domaines, donc comme la nutrition, je fais souvent un parallèle avec le tabac, seuls les messages ne sont pas suffisants pour adopter des comportements favorables. On le voit, les messages sur les paquets de cigarettes, ça ne suffit pas à nous faire nous détourner de la combustion et des cigarettes. Mais par contre, des scores, quel rôle pourraient nous permettre d'avoir un score sur justement une alternative qui soit moins risquée? Quels sont les critères de fiabilité? Comment on peut les évaluer? Ça, c'est hyper important. Sophie, tu vas en parler aussi. En fait, dans toutes les méthodes aujourd'hui, c'est comment sont faites les évaluations et quel niveau en fait de confiance on peut avoir et quelle est l'efficacité derrière ensuite de ces scores, parce que on peut avoir des scores qui soient très costauds, qui soient robustes, mais qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils ne sont pas utilisés ou qui ne sont pas compris. Donc, on va commencer par Sophie, qui va nous détailler, donc qui va pouvoir prendre le temps, les avantages et les limites du Nutri-Score. Je sais qu'effectivement, ça intéresse beaucoup de gens qui nous écoutent, et notamment avec toutes les thématiques qui sont aujourd'hui résurgentes concernant l'ultra-transformation, l'histoire des portions, des fréquences, un combat que je mène aussi, et comment on accompagne. Donc, Sophie, tu as une présentation que tu vas pouvoir, je pense, nous partager. Et je vais te laisser la parole. Il y a, comme d'habitude, un chat et un onglet questions. Je vais essayer de regarder au fur et à mesure. Et j'ai Noémie qui est avec moi aussi. Et voilà, on voit ton écran très bien.
Et si vous voulez poser des questions, je regarderai en parallèle et je les poserai à Sophie si besoin. Voilà Sophie, à toi. Très bien. Donc, en effet, on va parler du Nutri-Score, qui est un score nutritionnel qui est sujet à débat, hein, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Ce score nutritionnel, d'abord, quand est-ce qu'il a été mis en place? Eh bien, en 2017, c'est une initiative française d'épidémiologistes français, chapeautée notamment par Santé publique France. Il a été depuis adopté par 7 autres pays européens. Donc, on est aujourd'hui 8 pays européens à utiliser ce Nutri-Score. Le dernier en date, c'est le Portugal. Et ce score, eh bien, il veut informer sur la qualité nutritionnelle des produits que nous achetons. Alors, comment est-il conçu? Puisqu'en effet, comme tu le disais, Nathalie, c'est important de comprendre la méthode. Donc, c'est un algorithme. Et le score va prendre en compte pour 100 grammes ou pour 100 millilitres de produits, 100 millilitres c'est pour les produits liquides, la teneur en un certain nombre de nutriments et aliments qui sont jugés favorables versus un certain nombre de nutriments qui vont être jugés défavorables. Tout ça va donner des points et à la fin un score et une lettre de A à E, A étant le plus favorable, E le plus défavorable. Donc, dans les nutriments et aliments qui sont à favoriser, il y a les fibres, les protéines, les fruits, les légumes, les légumineuses. Dans la dernière version et dans les dernières versions, il y a eu des améliorations qui font qu'on prend aussi davantage en considération les fruits à coque, comme les amandes, les noix, etc. Les huiles de bonne qualité, comme l'huile de colza, de noix ou d'olive, les poissons gras ou la volaille. Dans les nutriments à limiter, il y a la densité énergétique, voilà, combien de calories pour 100 grammes d'aliments, les acides gras saturés, qui sont des acides gras considérés comme moins favorables, notamment sur la santé cardiovasculaire consommés en excès, les sucres, le sel. Et puis, dans la dernière version de 2024, il y a aussi les édulcorants qui ont été pris en considération pour les boissons. Ça, c'est une amélioration qu'on peut vraiment saluer, puisqu'il peut y avoir des soda light qui avaient un très bon Nutri-Score, alors qu'on sait aujourd'hui que les édulcorants peuvent être vraiment défavorables pour notre santé. Donc, pour redire très vite ce qui s'est passé donc, sur la dernière amélioration, en gros, on a davantage pénalisé les produits riches en sucre ou en sel. On a donc pénalisé les édulcorants pour les boissons. Également, les produits laitiers plus riches en matières grasses. Et puis, on a favorisé les aliments riches en fibres, par exemple les farines complètes, sont aujourd'hui mieux notées. Et désormais, il n'y a que l'eau qui est Nutri-Score A. C'est la seule boisson Nutri-Score A. Donc, quel est l'objectif de ce Nutri-Score? Eh bien, l'objectif, c'est d'aider le consommateur, lorsqu'il fait ses courses, à se dire, est-ce que vraiment c'est une bonne idée que j'achète ce produit? Et pour ça, eh bien, l'algorithme, il se fonde, ça c'est important à comprendre, sur la littérature scientifique. Autrement dit, les points qui sont attribués aux aliments, aux nutriments à favoriser versus ceux à défavoriser sont corrélés à des études qui ont été faites sur l'importance de consommation de certains nutriments versus au contraire des nutriments qui vont être moins favorables. Et tout ça s'est aligné aussi évidemment avec les recommandations nutritionnelles, notamment en France avec le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Alors, ce Nutri-Score, il a des avantages et des inconvénients, en tout cas de mon point de vue. Donc, parmi les avantages, le premier avantage, c'est qu'il est clairement plus facile à comprendre que la lecture des valeurs nutritionnelles qu'il y a sur le paquet. En tout cas, pour la plupart des consommateurs, c'est plus facile. Et là aussi, il y a des études qui ont été faites sur l'intérêt de ces scores nutritionnels. Là, je vous en mets une et deux, qui montrent qu'une échelle comme celle du Nutri-Score, c'est-à-dire colorée avec des lettres, eh bien, ça favorise des processus cognitifs rapides, intuitifs, beaucoup plus que, par exemple, des notations chiffrées, par exemple. Par ailleurs, l'étude que vous avez sur votre gauche, c'est une étude de la fin de l'année dernière qui a comparé différents scores nutritionnels en Europe
Et selon cette étude, le Nutri-Score serait celui qui a le meilleur impact, notamment sur les consommateurs, sur leur information, sur leur capacité à comprendre rapidement l'information. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est est-ce que ça aide le consommateur à faire des choix plus sains? Eh bien, il semblerait que oui. D'abord, avant que ne soit déployé ce Nutri-Score, il y avait eu quand même des expérimentations qui avaient été faites en conditions réelles dans des supermarchés avec des produits qui avaient donc ce Nutri-Score. Et les résultats avaient montré que ça améliorait les achats de produits plus favorables. Alors, ça reste modeste, hein, puisque c'était une qualité d'achat qui s'était améliorée de 4% au global et de 5% pour les consommateurs qui achètent les produits les moins chers. Donc, c'est un peu mieux, ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais il y a aussi une étude assez récente qui est intéressante, qui montre que les consommateurs qui sont attentifs au Nutri-Score, eh bien, vont moins acheter de produits ultra transformés. Vous savez, ces fameux produits qui contiennent des ingrédients ultra transformés issus de l'agroalimentaire, avec des ingrédients qui ont subi différentes transformations et dont on sait que la consommation régulière de ces aliments ultra transformés peut avoir un impact sur notre santé. Alors, évidemment, ces études peuvent avoir des biais, parce que est-ce que c'est parce que justement on est déjà intéressé par la qualité nutritionnelle des aliments que du coup on regarde davantage le Nutri-Score et que du coup on achète moins d'aliments ultra transformés, ou est-ce que c'est l'effet direct du Nutri-Score? C'est évidemment un peu compliqué à imaginer, mais il est clair que ça participe en tout cas à l'information globale. Et surtout, et c'est ce que voulaient en particulier les créateurs du Nutri-Score, ça aide à comparer les produits d'une même catégorie. Donc, entre plusieurs types de jambon, par exemple, lequel va être le plus favorable sur le plan nutritionnel. Et il semble que de ce côté-là, ça ait un impact, puisque là, on a une étude faite l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs par Nielsen IQ Consult Trust, et qui a montré, par exemple pour les jambons, qu'en 2023, la catégorie B, les achats avaient augmenté de 12% versus moins 3% pour la catégorie C. Idem pour les pizzas, même si on voit que la catégorie D se porte pas si mal. Donc voilà, il semblerait qu'il y ait quand même un impact sur les achats dans une même catégorie de produits. Et il semblerait aussi que ça incite les industriels à reformuler leurs produits, à essayer d'avoir un meilleur score nutritionnel, donc à essayer d'apporter une qualité nutritionnelle plus favorable. Là aussi, on a une étude toute récente de mars 2024 qui montre qu'en effet, en France, la qualité nutritionnelle des produits qu'on trouve dans les supermarchés s'est améliorée, donc possiblement sous l'influence du Nutri-Score. Là aussi, il faut apporter quelques nuances, car parfois, cette amélioration, elle se fait de manière un peu, comment dirais-je, dans les méthodes de l'agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on va rajouter, par exemple, artificiellement des fibres ou des ingrédients technologiques qui vont améliorer effectivement le score, mais ce n'est pas parce qu'on a ajouté des ingrédients bruts de meilleure qualité, donc ça peut être effectivement un peu dommage. Sur l'impact sur la santé, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse, il est clair que la consommation d'aliments moins bien classés par l'algorithme est corrélée à un risque accru de maladies chroniques. C'est bien comme ça que l'algorithme a été pensé. Et effectivement, on a deux études, une de 2020 et une récente. L'étude de 2020, c'est une étude de cohorte, une étude EPIC, qui montre qu'en effet, il y aurait quand même un impact favorable sur la santé. Et puis une étude toute récente sur les personnes âgées, et qui corrèle la consommation d'aliments mieux notés par le Nutri-Score avec une moindre obésité abdominale. Alors Nathalie, tu as eu l'occasion d'en discuter notamment sur les réseaux et d'apporter là aussi des nuances. Effectivement, là encore, on peut se demander si ce n'est pas tout simplement parce que ceux qui achètent plus de produits bien notés sur le Nutri-Score sont déjà ceux qui sont intéressés par la nutrition, qui ont déjà de l'information sur la qualité nutritionnelle, ou bien si c'est l'effet direct du Nutri-Score. J'ai quand même envie de dire, d'une certaine manière, peu importe, ce qui compte, c'est que ça participe au global à une meilleure information nutritionnelle pour que les choix soient plus avisés.
Alors, ce Nutri-Score il comporte aussi des limites. La première limite, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Alors, notamment à cause des différents lobbies qui sont très actifs en Europe pour faire en sorte de freiner des cas de fer pour l'adoption de ce Nutri-Score dans certains pays ou pour la mise en place sur certains produits dans les pays où il existe déjà. Donc aujourd'hui, on a 1359 marques début 2024 qui étaient engagées en faveur du Nutri-Score. Mais il faut savoir que ces marques, elles peuvent choisir de mettre le Nutri-Score sur certains produits et pas sur d'autres. Et aujourd'hui, il y a un peu moins de 30% des produits du supermarché qui affichent le Nutri-Score. Donc effectivement, ça c'est quand même un peu dommage. Par ailleurs, ce Nutri-Score n'est pas exhaustif. Il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas pris en compte par le Nutri-Score. Par exemple, l'alcool, ce que je trouve personnellement tout à fait dommageable, parce qu'on sait bien qu'en termes d'impact sur la santé, évidemment, la consommation d'alcool joue un rôle important. Et puis, il y a aussi des produits qui sont mono-ingrédients, mais qui, même s'ils sont mono-ingrédients, sont empaquetés, trouvables au supermarché, comme le sucre ou le sel, et qui n'ont pas non plus affiché le Nutri-Score, ou bien encore la viande rouge sous blister, par exemple. La viande rouge sous blister, n'aura pas non plus l'obligation, enfin pas l'obligation, il n'y a pas d'obligation, mais la possibilité en tout cas d'afficher le Nutri-Score. Et puis, ce qui me gêne un petit peu, moi, en tant que nutritionniste dans ce Nutri-Score, c'est que finalement, il entretient l'idée qu'il y a des bons et des mauvais aliments. Et évidemment, la nutrition, c'est pas ça. La nutrition, c'est une histoire d'équilibre. On peut tout à fait consommer de temps en temps un peu de charcuterie ou une célèbre pâte à tartiner que tout le monde connaît bien, sans que ce soit problématique pour la santé, dès lors qu'au global, on a une alimentation équilibrée et variée. Donc là, ça entretient l'idée qu'il y a vraiment certains aliments totalement à bannir. Et puis d'ailleurs, parfois même, ça jette l'opprobre sur des aliments qui sont plutôt au contraire intéressants, comme par exemple l'huile d'olive ou l'huile de colza, qui a longtemps été notée D. Heureusement, avec les dernières améliorations, elle est notée C, c'est mieux, mais même C, dans l'esprit d'un certain nombre de consommateurs, ça peut laisser à penser que c'est pas bon de prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, alors que si c'est en quantité adaptée, c'est au contraire plutôt favorable. Et justement, cette histoire de quantité adaptée, c'est une autre des limites du Nutri-Score. Ce Nutri-Score, il est donc, on l'a dit, calculé sur 100 grammes d'aliments ou 100 millilitres d'aliments. Or, on ne mange pas forcément toujours 100 grammes de tel ou tel aliment. Il néglige donc l'effet portion. Ce n'est pas pareil de manger 100 grammes de biscuits ou d'en manger 2 ou 3. Ça ne va pas avoir le même impact non plus. Ce n'est pas non plus un Nutri-Score qui va nous permettre de prendre en compte les fréquences de consommation. L'huile d'olive, par exemple, ce n'est pas pareil, donc consommer 15 fois par jour ou 3 fois par jour. Voilà, donc c'est dommage par rapport à ce Nutri-Score, nous n'avons pas ces éléments. Alors, les défenseurs du Nutri-Score vous diront que c'est compliqué d'avoir un Nutri-Score par portion parce que ça va être compliqué ensuite de comparer les produits entre eux. C'est vrai qu'avoir une échelle pour 100 grammes d'aliments, ça permet une comparaison plus facile, mais bon, en même temps, encore une fois, comme on ne mange pas toujours les mêmes portions, ce n'est pas forcément adéquat. Il y a eu aussi, dans l'étude que je vous ai citée précédemment, qui comparait les différents scores nutritionnels, il y avait un des scores nutritionnels qui est celui qui est en Italie, le Nutriform Battery, et qui lui est basé sur les portions, et il semblerait qu'il était moins facile à comprendre et finalement moins efficace que le Nutri-Score. Donc voilà, cet effet portion, c'est une limite, mais peut-être pas autant que ça. Et puis le dernier problème, c'est que ce Nutri-Score ne prend pas en compte le degré de transformation du produit, les additifs qu'il peut y avoir dans ce produit, les ingrédients technologiques dont je parlais tout à l'heure, la transformation, vous savez, ces fameux ingrédients qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la maltodextrine, du sirop de glucose fructose ou des émulsifiants, etc. Et tout ça, on sait par
plusieurs dizaines d'études épidémiologiques que la consommation fréquente de ces aliments, ou plutôt de ces ingrédients ultra transformés, a un impact sur notre santé. Donc ça, le Nutri-Score ne le prend pas en compte, de même qu'il ne prend pas en compte si l'aliment est bio et aussi s'il vient du bout du monde. Ça, on pourra en reparler, j'imagine, plus tard. Donc, ça serait intéressant qu'il évolue encore, notamment pour prendre en compte cet aspect ultra-transformation. C'est dans les cartons. Il y a un projet, vous voyez, de Nutri-Score avec un bandeau noir tout autour qui indiquerait que l'aliment est ultra-transformé. Je pense raisonnablement que ça arrivera dans les mois à venir. Mais en attendant, voilà, il est clair que ce Nutri-Score est encore imparfait. Il est utile, mais imparfait, forcément réducteur, puisque bien manger, ça ne se joue pas sur un aliment, voire une catégorie d'aliments, mais sur un équilibre, une fréquence, des portions. Donc, ça mérite des améliorations encore, ce Nutri-Score. Par ailleurs, l'effet sur les achats reste quand même modeste. On voit encore que, par exemple, l'année dernière, le produit qui a été le plus vendu en solide, c'était le kilo de Nutella. Qui d'ailleurs n'affiche pas le Nutri-Score, hein, puisque Ferrero est farouchement opposé à ce Nutri-Score. Et pour cause, le Nutella serait sûrement noté E. Mais bon, voilà, ce Nutri-Score, il a le mérite de participer à sensibiliser la population à l'impact de l'alimentation sur notre santé. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si mes conférences vous intéressent, n'hésitez pas à me solliciter et à découvrir mon programme Boost sur l'alimentation anti-inflammatoire et mon livre que Nathalie a gentiment cité tout à l'heure, La méthode douce pour mieux manger. Un grand merci, Sophie. J'ai plein de questions, justement, pour un peu échanger. Donc, déjà, dans le chat, on a eu des questions. Effectivement, a priori, quand une entreprise décide d'apposer le Nutri-Score, c'est demandé de le faire sur l'ensemble de la gamme et de ne pas choisir juste les produits que ça arrange. Donc, a priori, je crois que les entreprises ont 2 ans pour apposer. Okay. Je pense à vérifier, mais Noémie, on regardera, mais je pense que c'est ça. Ensuite, il y avait une question sur Marie-Laure Eustache, merci pour ta remarque. A priori, il y a quelques personnes qui entendaient mal, mais bon, je pense que sur le replay, le son sera bon, donc vous pourrez regarder le replay. Donc effectivement, les consommateurs un peu avertis sont généralement ceux sur lesquels on a les meilleurs résultats de ce type d'information. C'est le biais que je donne à chaque fois en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est intéressé, qu'on regarde les étiquettes, qu'on regarde le Nutri-Score, qu'on fait des choix, ben on a un comportement global qui est plus attentif à sa santé, donc on va un peu plus bouger, on va un peu plus surveiller son poids. Donc j'en revenais à ma première question pour toi, Sophie, si je peux me permettre. C'est pour toi, justement, pour les problématiques de santé liées à l'alimentation, on les connaît. C'est-à-dire qu'il y a le surpoids, éventuellement l'obésité, mais il y a d'autres problématiques Et puis, les pathologies qui en dérivent, que ce soit cardiovasculaire, hypertension, diabète et cancer, hein, parce qu'on sait que vraiment le surpoids est vraiment pas du tout est contre-indiqué, notamment par rapport à certaines préventions au cancer. Donc, pour toi, ce serait quoi la priorité pour avoir en fait des comportements plus favorables à notre santé? Donc, comme tu l'as dit, on voit que le Nutri-Score, il a un impact. Moi, ce que je donne toujours, c'est que je me dis, est-ce que c'est le meilleur outil? C'est-à-dire que quand on compare les scores entre eux, on va dire le Nutri-Score, c'est le meilleur. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres démarches qui seraient plus efficaces? Et on en revient effectivement à la connaissance des aliments, parce que comme tu l'as signalé, de mettre un bandeau noir autour du Nutri-Score, je pense que ça va encore plus diaboliser. Et effectivement, par contre, de faire connaître les aliments, de mettre des aliments de plus en plus bruts, c'est ce que disait Marie-Laure, c'est-à-dire une compote A ou une pomme, voilà, c'est quand même rien à voir, etc. Donc, pour toi, ce serait quoi les priorités en termes d'alimentation pour qu'on ait des résultats plus amplifiés? Moi, je plaide vraiment pour une éducation à l'école, en fait. Hein. Je pense que ça commence vraiment là, avec des choses. Alors, par contre, avec beaucoup de précautions, hein, si on fait une éducation à l'école. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de commencer justement à diaboliser, à, comment dirais-je, fustiger certains aliments, etc.
Mais par exemple, tout simplement, à apprendre à regarder la liste des ingrédients. Donc, très peu de personnes savent par exemple que la liste des ingrédients, c'est par ordre décroissant. Que le premier aliment qu'il y a dans la liste des ingrédients, c'est celui qui est le plus fréquent. Donc, quand dans un biscuit, c'est sucre qu'on a en premier, bon, ben, on peut se poser des questions. À la maison, quand on fait des biscuits, c'est plutôt la farine qu'on met en premier. Voilà. Et puis aussi, Alors, quand il y a... je t'interromps un tout petit peu pour justement compléter par rapport aux questions qu'on a. En fait, ce serait l'éducation, c'est-à-dire de bien faire une séparation entre les aliments bruts et les aliments transformés, dont les aliments ultra transformés. Et là, Patricia Boulos nous pose la question, quelle est la définition? Je vois qu'Anthony est là aussi. À quel moment on est transformé, petit ultra transformé, très ultra transformé avec un impact sur la santé, on le sait aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui ça que, en fait, il y a beaucoup de confusion entre industriel et ultra transformé. Absolument. Un beurre sans transformé. Voilà, et ça pose pas de problème. Donc, ce qui pose problème, c'est en effet l'ultra transformation, c'est-à-dire quand finalement, alors je me sens tout intimidée si Anthony nous écoute, si en effet ce qu'on appelle la matrice, la structure finalement des ingrédients a été tellement perturbée par des processus de l'agro-industrie, on a cassé cette matrice, si bien que par exemple tout ce qui faisait la qualité nutritionnelle du produit se retrouve perturbé. Il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de fibres. On va retrouver, par exemple, le sirop de glucose fructose, c'est du maïs à la base, par exemple, et on a gardé finalement que le sucre de ce grain de maïs, alors que dans ce grain de maïs, il y avait plein d'autres choses intéressantes, notamment effectivement cette structure de fibres. Voilà. Par ailleurs, dans un aliment ultra transformé, en principe, il y a aussi des ingrédients issus de l'agro-industrie, des additifs, des texturants, qui vont aussi bien perturber la qualité nutritionnelle, la matrice globale de cet aliment. Donc, c'est tout ça qui fait qu'au final, les ingrédients qu'on aura utilisés au départ n'auront plus les mêmes... en fait, les ingrédients qu'on va retrouver dans le produit final n'auront plus les mêmes valeurs nutritionnelles, les mêmes intérêts nutritionnels que les ingrédients bruts de départ. Voilà. Et donc, alors pour moi, pour faire une petite synthèse et reprendre aussi ce que dit Anthony et puis les discussions qu'on peut avoir, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation devrait justement s'attacher à bien différencier des produits bruts pour lesquels, que ce soit les fruits et légumes, je crois aussi qu'il y a des gens qui nous écoutent sur la viande. On a des produits bruts sur lesquels le Nutri-Score, il a en fait peu d'intérêt, puisque de toute façon, on ne va pas s'amuser à faire les apprentis sorciers et changer la matrice des produits bruts. Et d'un autre côté, on a des produits industriels et des produits transformés. Et c'est là où je pense qu'il faut guider le consommateur pour qu'il sache vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, comme le disait Anthony, il n'y a pas d'aliment idéal avec une composition idéale, à part le lait maternel, effectivement. Mais après, notre alimentation, elle est une association de tous ces aliments entre eux pour qu'on arrive à atteindre nos besoins. Donc moi, pour répondre à la priorité d'éducation, c'est justement bien redéfinir quels sont les besoins et que, au fur et à mesure du parcours scolaire, on puisse connaître finalement son corps, connaître les apports qui lui sont nécessaires en fonction de son activité physique et de son mode alimentaire, parce qu'effectivement, on n'a pas tous le même type de goût, le même type de culture. Donc pour moi, il y a vraiment... Et donc, ça évite de diaboliser, par exemple, l'histoire des sucres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, derrière sucre, on met tout, alors que le sucre, c'est des glucides, c'est des pommes de terre, tout comme une fraise tagada. C'est-à-dire que, et de pouvoir expliquer que ça n'a pas tout à fait la même chose et que vraiment, je pense qu'il y a une progression. Donc, pour moi, la priorité, c'est réexpliquer les aliments, l'alimentation et les différences de type de propositions qu'on peut avoir entre le brut et l'industriel. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment intéressant. Et ensuite, de réserver effectivement les scores pour des aliments dont je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est-à-dire réserver pour moi le score à des aliments transformés, voire ultra transformés, pour dire là, écoutez, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser et donc justement maîtriser la consommation. Donc, ce serait un peu ça. J'avais une autre question, je regarde un peu, on a beaucoup, parlant d'éducation, comment expliquer aux consommateurs qu'un cassoulet affiche un Nutri-Score A et une saucisse de Toulouse un Nutri-Score D? C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les aliments s'associent entre eux
pour faire une alimentation équilibrée idéale. D'ailleurs, j'avais une question là-dessus après pour toi, Sophie. Donc, en fait, c'est en ajoutant toutes les couleurs du Nutri-Score dans les bonnes quantités qu'on a une alimentation équilibrée qui apporte les protéines, les glucides, les lipides et les micronutriments. Donc, si on met une saucisse qui est D ou E ou F, j'en sais rien parce qu'elle peut être très grasse, avec un féculent, avec un légume, eh bien, on va avoir un plat qui va devenir A. Parce qu'on aura finalement cet équilibre que juge le Nutri-Score, puisque c'est l'équilibre idéal. Et pour moi, le Nutri-Score, pour en finir, n'a d'intérêt que sur les menus. C'est-à-dire de calculer finalement des menus sur une semaine ou sur 15 jours. Nous, on a un très bon exemple parce qu'on travaillait pour la marque Thirier, on a fait les menus bonheur et on voit que en ajoutant les menus matin, midi et soir, en faisant cet équilibre avec tous les produits et tous les types de Nutri-Score, on fait des menus Nutri-Score A. Alors justement, j'ai une petite remarque parce qu'avec les nouveaux calculs du Nutri-Score et qui pénalise le sucre, eh bien, on est un peu pénalisé quand on augmente les fruits et légumes dans notre alimentation. Donc, il faudra le remonter ça au Nutri-Score parce que comme on pénalise un peu le sucre, eh bien, effectivement, les fruits et légumes contiennent, c'est la définition, des glucides. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, notre alimentation, c'est une somme. Donc, en fait, c'est très diabolisant de mettre une mauvaise note à l'huile, de mettre une mauvaise note à de la viande, de mettre une très bonne note à un produit qui serait finalement à consommer en petite quantité. Donc, je pense qu'en termes de priorité pour l'éducation, pour la santé, il y a effectivement l'éducation, donc nos besoins, puis ensuite la variété des aliments, puis ensuite les portions et les fréquences. Parce que comme tu disais, cette fameuse pâte à tartiner, si on en consomme une fois tous les 15 jours, un demi-centimètre sur une tartine, ça ne pose aucun problème. Et pourtant, elle serait probablement voire même elle est hors norme. Moi, j'appelle ça les aliments hors normes, c'est-à-dire très, très caloriques. Voilà, mais c'est vrai pour de la pâte à tartiner maison, comme pour de l'industriel. Se rajoute après la problématique d'ultra-transformation qui rajoute. Il y a aussi dans le chat… Juste, Nathalie, pour compléter sur ton histoire de cassoulet, peut-être pour que ce soit bien clair pour la personne qui a posé la question. En fait, la saucisse, en effet, elle va contenir un certain nombre de nutriments qui vont être jugés défavorables par le Nutri-Score. À l'inverse, les haricots blancs, par exemple, vont contenir beaucoup de fibres et ça va remonter le Nutri-Score. Et donc, au global, la note globale de ce cassoulet sera meilleure que si on avait pris que la saucisse. Voilà, pour que ce soit… Ça va compléter. Ah bah, effectivement. Et donc là, il y a Laurence Chantoiseau qui pose la question de quand est-ce qu'on prendra en compte toutes les autres molécules qui peuvent, on va dire, polluer nos aliments, c'est-à-dire les pesticides, les PFAS, les perturbateurs endocriniens. Eh bien ça, effectivement, on va en parler, je pense, avec Julia quand on va regarder, parce que de la façon dont c'est produit, de l'origine des produits, ça nous donne aussi un éclairage et c'est en ça que le consommateur demande aujourd'hui une transparence, comme vous le signalez. Donc là, on va peut-être passer donc à la deuxième partie, puis on pourra garder encore un petit peu de temps si vous avez d'autres questions. Voilà, Anthony dit oui, l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau du régime sur une semaine, voilà exactement, voire même sur 15 jours parce qu'il y a certains micronutriments qui se stockent. Marie-Laure dit variété des goûts, des couleurs dans l'assiette, manger avec appétit, mais aussi bouger et respirer. Et effectivement, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Donc, arrêtez de diaboliser, mais je crois qu'il faut vraiment aussi réapprendre la palette d'aliments, et réapprendre qu'il faut toutes les couleurs pour faire la vie. Et qu'il n'y a pas une meilleure couleur qu'une autre. Et c'est ça qui est un peu qui me gêne moi sur le Nutri-Score. Mais effectivement, il a le mérite de se poser la question et d'engendrer des comportements positifs. Donc, c'est un peu l'effet nudge aussi. Hein. Donc, Julia va nous parler maintenant d'un autre sujet et qui, moi, je trouve, est très intéressant parce que notre sujet était autour des scores et j'ai trouvé ça très intéressant que, au départ, le collectif parlait d'Origin Score et qu'on a évolué vers Origine Info, il me semble, que je trouve vraiment beaucoup plus pertinent, car de quelle façon on pouvait finalement hiérarchiser des origines, en donner l'information puis aller chercher. Donc Julia, je crois que tu n'as pas de présentation, mais on va te laisser. Oui. Le site, de toute façon, il y a un site. Je vais présenter le collectif aussi dans sa démarche générale, puisque ça regroupe aussi Nutri-Score, impact environnemental et tout ça. Et donc, j'ai une petite présentation. Ça permet de faire le global. Super, génial. Exactement. Alors, je partage mon écran. Ok, vous me dites quand c'est bon. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Affiché, on voit tout ton… Tu peux peut-être grossir, voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bon. En tout cas, on voit bien. Alors,
Du coup, merci du coup pour les échanges précédents auxquels j'adhère complètement. Et d'ailleurs, en parlant de couleurs, juste la petite anecdote, moi pour moi, les enfants à table, on fait le jeu des couleurs. Donc pour qu'il y ait le maximum de couleurs dans l'assiette, et celui qui a mangé le plus de couleurs, c'est celui qui a gagné à la fin. Donc ils sont assez enclins à manger des légumes. Et d'ailleurs, je Euh, signale, je ne sais pas si Agnès Rullier, elle est connectée, mais elle a créé une petite animation autour de l'arc-en-ciel, justement. N'hésitez pas à la contacter. Elle était avant chez Elior et elle a créé un dispositif pour éduquer les enfants que je trouve très intéressant autour des couleurs. Donc, on voit bien, effectivement. Il exactement, n'y a pas Et moi, d'hierarchie, mais j'ajoute juste, si je peux me permettre, que le premier chapitre de mon livre, c'est mettez 3 couleurs dans votre assiette. c'est ça. bon, ben, on est d'accord sur les couleurs. On est d'accord, voilà. Et donc, en effet, la pédagogie et l'éducation des enfants est hyper importante. Mais donc moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler aussi du collectif En Vérité et de l'information consommateur, donc au plus général, puisque c'est aussi une autre forme en fait de pédagogie. Donc le collectif En Vérité, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est en fait le premier, le seul collectif de marques alimentaires à réclamer la transparence. Alors je sais pas si vous voyez très bien mon écran, mais voilà, on va faire ça comme ça. On est à peu À près. réclamer Oui, ça la va. transparence consommateur. En fait, au départ, donc c'est à peu près une soixantaine de marques alimentaires de tout type, toute taille, tout secteur. À la fois, on a des aliments bruts, mais aussi des transformés et sur tout type de verticale, qui se sont réunis pour faire avancer la transparence alimentaire et l'information consommateur autour de trois piliers. Donc la nutrition et notamment du coup le Nutri-Score. Mais on inclut également l'ultra-transformation et la présence d'additifs. Donc en fait, l'objectif du collectif, c'est de faire en sorte que le Nutri-Score devienne obligatoire et qu'on ait aussi l'information facilement accessible en termes de niveau d'ultra-transformation et de présence d'additifs et notamment d'additifs dangereux dans les produits. Julia, je me Euh, permets juste si tu oui, arriverais à mettre en plein écran, parce que alors, je si je pense mets que en plein écran, j'ai peur que je vous vois plus, mais c'est pas grave. normalement, Que... j'avais paramétré pour que tu puisses rester en bas. Ah, Normalement, tu ok, devrais pouvoir, super. si tu mets en Alors, plein écran en attends, bas, je vais mettre en plein comme ça, écran. les Toc, participants toc. pourront voir un petit peu mieux, parce que là, c'est un tout petit peu petit. Moi, je Ouais, vous confirme que quand j'ai mis en plein écran, je Voilà. ne vous voyais plus, hein, mais bon, c'est pas grave. ok, Ah, bon, c'est pas grave. Je vous vois tu plus, nous mais c'est vois pas là? grave. Ah mince. Non, non, mais c'est bon. Pas de Et nous, on te problème. voit. Voilà. Donc voilà. Donc au niveau donc le collectif en vérité donc réclame la transparence auprès du législateur et du gouvernement donc sur trois piliers donc la nutrition. On en a parlé. L'impact environnemental aussi, donc vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, et notamment avec la présence des pesticides ou des PFAS, enfin, l'utilisation de pesticides dans les produits, etc. Et donc ça, c'est l'impact environnemental, c'est donner l'information sur l'impact environnemental du produit qui permettra justement d'informer le consommateur. Et donc sur ce sujet-là, il y a à peu près, enfin, il y a deux outils qui existent, enfin, qui vont exister. Il y a aujourd'hui le gouvernement, donc le MTE, ministère de la Transition écologique, et l'ADEME, qui travaillent à l'élaboration de ce qu'on appelle un coût environnemental. Et ce coût environnemental permettra de donner l'impact environnemental au niveau du produit. Et on a aujourd'hui une autre solution qui existe et qui s'appelle le Planet Score. Donc Nathalie a évoqué au début en introduction. Et donc, le Planet Score lui permet de définir la valeur environnementale d'un système de production. Et donc, vraiment, voilà, d'indiquer comment a été conçu et fabriqué le produit donc qu'on achète. Et notre dernier pilier, du coup, et c'est ce qui va nous amener donc à certaines discussions aujourd'hui, c'est aussi l'origine. Donner l'information sur l'origine. Pourquoi on a ces piliers en fait au sein du collectif En Vérité? Parce qu'un consommateur, quand il achète un produit, il a envie de savoir d'où vient son produit, si ce produit est bon pour sa santé et par qui il a été fait et comment il a été fait. Et donc le collectif En Vérité s'est créé donc pour pouvoir répondre à ces trois questions et pouvoir informer du coup le consommateur sur ces trois piliers. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire du lobby. Donc on parlait des lobbies négatifs tout à l'heure qui empêchent le Nutri-Score de devenir obligatoire. Bah, nous, on est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un lobby positif auprès des instances gouvernementales où on leur demande en fait d'obliger les marques à faire la transparence. Donc on rencontre à la fois le gouvernement, les députés, etc. Donc pour porter ces messages. Et donc on est ce collectif de 60 marques qui sont prêts en tout cas à afficher tout ça.
On prend la parole du coup dans les médias et donc voilà. Et donc pourquoi au départ ce collectif ça a été créé? On l'a dit un petit peu, aujourd'hui il y a beaucoup d'informations qui existent déjà à OnPack, beaucoup de labels, etc. Et pourtant en fait on se rend compte que le consommateur n'a jamais été, enfin ça n'a jamais été aussi compliqué en fait d'avoir la bonne information. Et du coup, ça crée aussi des distorsions concurrentielles au sein sur le marché, puisqu'en fait, comme on le sait, le Nutri-Score, par exemple, si on prend cet exemple, n'est pas obligatoire. Et donc, si aujourd'hui, bah, une pâte à tartiner met le Nutri-Score sur son pack et que l'ensemble des autres pâtes à tartiner du rayon ne le mettent pas, imaginons qu'elle soit notée C ou D, bah, elle aura aucune valeur ajoutée en fait à mettre son Nutri-Score C ou D, qui sera peut-être certainement mieux que les autres du rayon qui seraient D ou E, elle aura aucune valeur ajoutée puisqu'en fait l'information, le consommateur n'aura pas l'information sur l'ensemble du rayon. Et donc c'est pour ça que nous en fait on réclame aussi cette transparence sur l'ensemble des rayons, que l'information soit homogène pour tous les acteurs et pour que les marques qui décident, qui essayent de bien faire, puissent valoriser leurs actions positives. Et enfin, du coup, grand gagnant, enfin, aujourd'hui, donc la transition alimentaire pour nous est pénalisée face à ce manque d'informations homogènes. Et pourtant, c'est indispensable, du coup, face à l'urgence écologique, mais aussi de santé publique auquel on fait face. Donc voilà pourquoi le collectif a été créé, donc avec ce besoin et cette envie d'agir, à la fois au niveau pour répondre aux enjeux écologiques, mais aussi pour restaurer la confiance entre les marques et les consommateurs. Il y a eu beaucoup de, euh, de mauvais sujets, enfin de mauvais d'abus qui ont été de scandales, pardon, voilà, je cherchais mon mot, de scandales qui sont parus ces dernières années sur des process d'industriels, voilà, qui ont mis à mal en fait cette confiance consommateur. Et nous, on part du principe qu'en donnant que les marques qui affichent en affichant ces informations, on pourra restaurer une relation de confiance entre les marques et les consommateurs. Et c'est aussi pour nous une opportunité de progrès, puisqu'en fait, on le voit avec le Nutri-Score, les marques qui affichent essaient d'améliorer leurs recettes, de revoir un petit peu leur composition pour pouvoir améliorer les recettes d'un point de vue nutritionnel. Et donc, nous, on espère ça sur nos 3 piliers, donc à la fois sur l'empreinte environnementale, mais aussi sur l'origine. Donc voilà, au départ, donc rapidement, donc le collectif a été créé à l'initiative de 12 marques sur nos 3 piliers. Donc ça, on en a parlé. Aujourd'hui, on est à peu près une soixantaine de marques dans le collectif, et on est persuadé que grâce à cette transparence, on pourra faire de la pédagogie au niveau du consommateur, avoir une meilleure éducation et créer de la valeur également sur le marché, c'est-à-dire tirer le marché vers le haut. Voilà, je passe rapidement sur les objectifs du collectif. L'an dernier, on a fait des événements sur nos 3 piliers, et donc notamment un événement sur le Nutri-Score dans lequel on a invité Serge Ekberg, donc le père fondateur du Nutri-Score, et on a pu parler notamment de ce sujet de l'ultra-transformation et de la présence d'additifs qui sont très importants pour le collectif. Et enfin, donc sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur l'origine, on a mené une étude consommateur pour comprendre qu'est-ce qui se passerait si on affichait l'origine sur l'ensemble des produits d'un même rayon et qu'on affichait cette information de manière homogène. On a développé un petit logo donc qui s'appelle le logo Info Origine, qui était donc au départ un logo destiné aux besoins de l'étude. Vous l'avez peut-être vu passer dans la presse, puisque suite aux annonces d'Olivia Grégoire sur l'Origine Score, donc fin février, ce logo a été repris et on est en discussion de manière assez rapprochée avec le cabinet ministériel donc sur ce sujet. Donc ce logo qui était au départ fait pour l'étude a été un peu repris par la presse. Et on voudrait l'améliorer puisque bon, c'était pas une version complètement aboutie, mais en tout cas l'essentiel de l'information est là, qu'on souhaite donner en fait aux consommateurs. C'est-à-dire quand on achète un produit, on a envie de savoir quelle est la part du produit majoritairement présent, représenté, la part du pays pardon majoritairement représentée dans le produit. On peut avoir envie également de savoir quelle est la part nationale et également la part issue des pays de l'Union européenne et la part issue des pays hors Union européenne.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une réglementation, la réglementation INCO, qui définit ce qu'on peut ou non afficher sur nos emballages. Le fait que la France soit aussi au sein de l'Union européenne, on ne peut pas apposer, en tout cas, on ne peut pas légiférer, rendre obligatoire un logo qui mettrait en évidence une préférence nationale. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on a réfléchi et pensé à ce logo de cette manière-là. Alors au départ, Olivia Grégoire, quand elle a annoncé la volonté de mettre en place l'information sur l'origine, elle a parlé d'un origin score. Et en fait, nous, on mentionne plutôt la notion de origine info, puisqu'en fait, à la différence d'un Planet Score ou d'un Nutri-Score, qui va venir évaluer les produits au sein d'une même catégorie entre eux. Donc, quel est le meilleur produit au niveau nutritionnel, quel est le meilleur produit en termes d'impact environnemental. En termes d'origine, l'origine d'un ingrédient, l'origine d'un produit n'est pas forcément synonyme de qualité. Et en fait, l'origine doit être non jugeant. Et de la même manière, sur par exemple le chocolat, le cacao, il y a pas de le cacao, jusqu'à preuve du contraire, ne pousse pas encore en France. Et donc, du coup, indiquer que le cacao vient du Paraguay ou d'un autre pays, il n'y a pas de jugement de valeur derrière. C'est la provenance, c'est factuel. Et donc, voilà, c'est pour nous, c'est donner l'information quand j'achète un produit, d'où viennent les ingrédients, d'où viennent les matières premières agricoles. Et on mentionne également ici, via la petite usine, le lieu de fabrication, puisque ce sont deux composantes qui sont importantes d'un point de vue consommateur. D'où vient la matière première agricole, soutien aux agriculteurs et souveraineté alimentaire, mais également où est-ce qu'il a été fabriqué, création de valeur, est-ce que la transformation a eu lieu en France ou pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Aujourd'hui, donc on a dans notre feuille de route, donc comme je vous le disais, on était un collectif de marques. On élargit le collectif puisqu'en fait on met l'information consommateur au centre. Donc le collectif a ouvert un collège de consommateurs, donc où les particuliers peuvent adhérer désormais et faire partie du collectif, participer à nos événements, participer à nos ateliers de réflexion. Et également, on a élargi auprès des parties prenantes, donc à la fois dans toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la transparence alimentaire sont les bienvenus du coup au sein du collectif pour continuer à réfléchir sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup, Julia. J'avais évidemment pas mal de questions. Notamment, donc, vous avez donc les 3 axes en termes de, on va dire, de mission de lobbying sur, on va dire d'une manière globale, l'information consommateur. Est-ce que tu ferais une hiérarchie, toi, en fonction? Alors, ma question n'a probablement peut-être pas encore de réponse, mais peut-être justement en entrant ton collège de consommateurs, ça va être des études intéressantes. C'est-à-dire, quelle est pour toi la hiérarchie des informations utile pour le consommateur pour faire ses choix. Ouais. C'est une question d'ailleurs, je crois, que posait Anthony dans le chat, enfin, ou qu'a évoqué Anthony. Question hyper intéressante et puisqu'en fait, donc nous au sein du collectif, on a vraiment envie que le consommateur il puisse avoir accès à cette information de manière homogène sur ces 3 piliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque personne, chaque consommateur a une sensibilité différente. Certains consommateurs sont vraiment très sensibles aux aspects nutritionnels, santé, ultra transformation. D'autres seront plus sensibles à l'origine et d'autres seront plus sensibles à l'impact environnemental. Ça dépend vraiment en fait des personnes. Et d'ailleurs, la prochaine étude qu'on va mener cette année, on dévoilera les résultats d'ici la fin de l'année. On va tester justement la sensibilité des consommateurs sur ces 3 piliers et également on va proposer en fait une manière d'afficher ces 3 indicateurs de manière homogène on-pack. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui, quand on parle de nos 3 piliers et même quand on peut lire certains articles dans la presse ou certaines revendications des marques, on dit voilà, on va afficher Nutri-Score, Planet Score, Origin Score, Origine Info, enfin voilà, plein d'informations. Les packs ne vont plus ressembler à rien. On n'a pas la place on pack, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que, alors déjà,
on-pack. Quand on regarde les mentions, il y a beaucoup, beaucoup d'informations marketing, il y a beaucoup d'informations, d'allégations en fait qui sont non réglementées, qui sont présentes. Et donc, si on réduit un petit peu ces allégations et qu'on remplace par une information homogène sur ces 3 piliers, le consommateur, il saura à cet endroit-là, un peu comme là où est le Nutri-Score aujourd'hui, qu'il aura accès à ces 3 informations et visible on-pack directement, et donc accès à une information accessible et facilement compréhensible. Et donc voilà, donc ça c'est l'étude qu'on va mener cette année. Ouais, et je Ouais. pense qu'aussi, donc, admettons qu'on ait un cartouche un peu homogène, parce que c'est ça, comme tu le disais, en fait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une discrimination entre ceux qui vont afficher quand ils ont des bonnes notes et ceux qui Ouais. disent rien et qui finalement, c'est ceux qui affichent, même si les notes sont pas bonnes, même qu'elles sont en tout cas transparentes, le cartouche. Ça, on peut aussi décider que, suivant l'intérêt du consommateur, avec des nouveaux moyens digitaux, un tag, on va chercher Oui, l'information. Ça peut aussi avoir des exactement, informations un peu augmentées. On a 2 tout à questions fait. qui se rejoignent un petit peu sur le chat. Donc effectivement, le souci, ça rejoint un peu ce que tu dis aussi, c'est que l'information, elle peut être extrêmement complexe parce que tout comme les productions, finalement, certains produits, alors on fait le parallèle avec la production née, élevée, abattue, etc. Donc, c'est-à-dire Mmh. que entre c'est récolté, c'est fabriqué, ça sort d'usine, enfin tout ça, c'est une espèce de Oui, flou. Donc c'est pareil, je pense que dans votre collectif, vraiment s'attacher à ce qu'on parle tous de la même chose. C'est-à-dire que quand on tout à dit fait. on met le drapeau français, ça veut dire quoi? Pour les Mmh. consommateurs, c'est que c'est produit transformé français. Or, c'est pas toujours le cas. Et j'en profite pour le deuxième. L'énorme différence, effectivement, entre justement les tailles d'entreprise. Quand un gros industriel a plusieurs appros, c'est presque impossible en fait, en fonction. D'ailleurs, on voit les problématiques en gestion de crise, nous, ou sur, bah voilà, tout d'un coup, il y a eu un changement Mmh d'appro mh. parce que c'est des volumes très importants. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous voyez les choses entre les TPE, les PME et les grands industriels? Ouais. Ça, c'est Hubert qui pose la question. Alors, hyper intéressant. Alors, sur le côté, mince, j'ai perdu ma, ma phrase. Est-ce que tu peux juste me rappeler la première Eh partie? ben, J'ai le avalé drapeau mes français, mots. le drapeau Oui, français, il voilà, peut. sur le drapeau français, exactement sur ce dont on parle. Donc en fait, très intéressant, nous au sein du collectif, on a eu des groupes de travail donc sur l'origine pour réfléchir, voilà, quelle était l'information qu'on voulait afficher. Et l'important, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir vraiment une information homogène et et que le consommateur puisse savoir facilement de quoi on parle. Nous, sur l'origine des ingrédients, on parle de la matière première agricole. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a vu avec la crise agricole. Si on veut soutenir des productions et avoir la souveraineté alimentaire en France, en Europe, il faut qu'on puisse savoir d'où vient la matière première agricole. Donc, par exemple, quand on parle d'un biscuit, s'il y a le biscuit composé de farine, de beurre, etc., farine, le blé, d'où vient le blé? Chocolat, d'où vient le cacao? Le beurre, le lait. Voilà. Donc vraiment, nous, on veut Matière considérer, première. on veut avoir, voilà, matière première C'est une agricole. demande consommateur que vous avez mesurée. Exactement. Ok. Mais le consommateur a également envie de connaître le lieu de fabrication et de transformation. Et cette information, pour nous aussi, elle est essentielle, puisque on a aujourd'hui des industriels alors, on a du sourcing qui vient, des matières premières qui vient de partout dans le monde, et c'est normal, puisque d'ailleurs, la production française ne peut pas Vous permettre parlez. de se sourcer entièrement par rapport à certains besoins. Je pense notamment aux myrtilles, à certains fruits, etc. Moi, j'ai toujours l'exemple de la vanille, hein. La vanille Voilà, de de la vanille, on a Bretagne, voilà, exactement. Donc il c'est y a des encore plus produits maintenant. qui viennent et certains industriels aujourd'hui, ont créé des usines aussi en France, des usines de transformation en France, créent des emplois en France et donc il y a la valeur ajoutée qui est faite en France. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de savoir si le produit, donc où a poussé le produit, où a été cultivé la matière première, où est né, a été élevé, abattu l'animal, mais également voilà où a été transformé le produit. C'est pour ça que nous, notre logo, en fait, on l'a réfléchi avec ces 2 informations. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, Olivia Grégoire, donc ministère donc de Bercy, travaille aujourd'hui à l'élaboration d'un cahier des charges. On ne sait pas encore ce qui va en sortir, mais en tout cas, nous, au sein du collectif, c'est ce vers quoi on pousse.
puisqu'en fait, on a envie que cet indicateur soit un succès. Et aujourd'hui, c'est en l'affichant de cette manière-là que ça sera un succès à la fois d'un point de vue consommateur, mais également d'un point de vue marque et industriel, puisqu'en fait, on pourra donner une information qui satisfait toutes les parties prenantes. Et c'est d'ailleurs assez intéressant puisque c'est un petit peu ça aussi le rôle du collectif, c'est d'être à la fois collectif de marque, mais de prendre en compte l'avis consommateur et de relier un petit peu les deux univers et de faire que ça se parle justement et que ça se parle correctement. Ça, c'était sur le premier point. Et le deuxième point, La différence, en fait, finalement, qui est pas facile entre les gros industriels qui ont des provenances et puis, oui, sur les approvisionnements multiples. Donc ça, pareil, c'est des questions qu'on s'est posées au sein du collectif. Comment adresser? Alors, il peut y avoir donc des approvisionnements multiples parce que historiquement, sur une purée de compote, une purée de carottes, on a des carottes qui viennent de France, d'Espagne ou d'ailleurs, parce qu'historiquement c'est comme ça. Mais ça peut être aussi parce qu'il y a eu des aléas climatiques. Habituellement, on se source à tel endroit. Il y a eu une sécheresse, on est obligé de changer nos approvisionnements, etc. Donc nous, ce qu'on dit pour le calcul, c'est de regarder en fait sur l'année glissante, les 12 derniers mois, et de faire en fait une moyenne des approvisionnements et de calculer en fait son approvisionnement de cette manière-là. Puisque donc pour lisser un petit peu les effets qu'il peut y avoir. Alors est-ce que c'est sur la dernière année ou sur les 3 dernières années? Ça, c'est discussion ouverte et à voir aussi ce qui est facilement, ce qu'on peut mettre en place facilement. Normalement, chez les industriels, ils ont tous dans leur service achat l'accessibilité. Ils peuvent accéder à ces informations et donc pourraient dire sur tel produit, voilà, il y en a X% qui vient de tel endroit, etc. Et après, ça peut être aussi justement pas forcément étiqueté sur les emballages, mais accessible, ce qui permet d'être plus réactif pour des informations qui sont susceptibles d'évoluer en fonction des aléas. Tout à fait. Il peut y avoir une information sur l'emballage générique, on va dire, qui donne accès à une information en réalité augmentée, qui donne plus de détails, et notamment qui peut être par exemple rattaché à un lot. Tel lot provient de tel sourcing, etc. Après, on peut imaginer plein de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la digitalisation sur les QR codes et tout ça, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et être plus réactif, flexible pour les industriels. Mais toutefois, nous, au sein du collectif, on est quand même persuadés que l'information unpack est essentielle, puisqu'en fait, la majeure partie des gens font quand même leurs courses en magasin. Quand on est en magasin, on n'a pas forcément de réseau, on n'a pas forcément, on capte pas forcément, on n'a pas forcément, et même l'intégralité de la population n'est pas non plus avec son téléphone à scanner, etc. Donc c'est pour ça que l'information minimale pour nous doit quand même pouvoir se retrouver unpack. Et donc, sur la partie justement origine info, avec votre collectif, vous avez prévu justement des enquêtes auprès des consommateurs pour justement permettre après de hiérarchiser, c'est ça, l'année prochaine? Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc nous, on va bien surveiller. Tu nous tiendras au courant. On avait une question aussi de Guy qui est Yuka dans tout ça. Oui. Alors, Yuka, dans tout ça, c'est intéressant, mais quand on fait nos études, les 2 dernières études consommateurs qu'on a fait, on se rend compte qu'en fait, il y a seulement 30% des gens qui utilisent Yuka de manière récurrente et fréquente. C'est beaucoup, 30% quand même. C'est un peu moins d'un tiers de la population, mais il y a quand même les 2 tiers restants. Et voilà, comment on adresse les 2 tiers restants? On se rend compte aussi que que le tiers là, il est composé principalement de personnes plutôt jeunes, urbaines. Et en fait, il y a tout. Comment on donne de l'information aux personnes un peu plus âgées, plus rurales, et qui ont moins ce réflexe Yuka qu'on peut avoir en milieu urbain. Et vous avez des données sur justement qu'en font les consommateurs de la note Yuka? C'est-à-dire que justement, en fait, nous, dans ce qui ressortait, c'est que l'information Yuka, elle n'était pas suffisante en fait, parce que il y a ce besoin de scanner son produit, alors que quand on fait nos courses, on n'a pas forcément trop de temps non plus. Quand on est devant notre rayon, je sais pas moi, de couscous préparé, on a envie de savoir quel est le meilleur couscous, quel a le couscous qui a le moins d'impact sur l'environnement, d'où il vient, voilà, en tout cas pouvoir comparer de manière simple et rapide quand on est devant le rayon.
et pas Alors, forcément devoir scanner pour chacun des produits. ouais. Pour info sur Yuka, Guy notamment, on avait fait une enquête tout au démarrage. La perception au départ de la note Yuka, c'était que finalement, si un produit avait une bonne note, c'est que finalement, il était light. En tout cas, il était sain. Et il permettait en fait, en gros, hein, je fais un raccourci, mais il permettait de maigrir. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressaient à Yuka, savoir je prends pas. Donc, ce qui n'avait un non-sens complet. Aujourd'hui, je dirais que les consommateurs qui scannent, c'est beaucoup pour justement les additifs. En fait, c'est pour vraiment vérifier la liste d'ingrédients et qu'il n'y ait pas de molécules censées à controverse. Donc, finalement, les produits bruts sont plutôt favorisés dans Yuka, d'ailleurs. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu le côté anxiogène de l'alimentation, Yuka. C'est-à-dire, je vérifie, j'ai pas confiance. Par rapport au Nutri-Score, où on est plus sur le côté équilibre alimentaire, nutrition, régime. C'est pareil pour le Nutri-Score, on a le même biais. Souvent, les gens pensent qu'en mettant dans son caddie que des produits Nutri-Score A, ils vont maigrir. Or, effectivement, ils font abstraction des quantités consommées. Donc, je dirais que tout ça, ça contribue un peu à ce nuage un peu complexe où on comprend pas trop. Et c'est pour ça que vraiment, c'est très important de réapprendre l'éducation, de réapprendre comment on fait une assiette équilibrée, une journée équilibrée, une semaine équilibrée, et viennent s'ajouter d'autres préoccupations des consommateurs. Pour faire conclusion un peu notre webinaire, c'est aujourd'hui, effectivement, on le ressent par rapport à la souveraineté, par rapport à des enjeux de réindustrialisation, qu'on veut savoir si ça vient de pas trop loin. C'est pas forcément du local, mais en tout cas européen, et déjà une valeur de, ça tombe bien, c'est les élections européennes, mais une valeur rassurante. Par rapport à un éloignement. On comprend que certains produits ne peuvent pas être fabriqués, ou en tout cas ne peuvent pas être produits, ou ne peuvent pas être élevés en France. Je pense par exemple aux bananes, et par contre on va regarder le Planet Score, les bananes, qu'est-ce qu'elles ont pris? Est-ce qu'elles ont pris un bateau avec d'autres, etc., ou est-ce qu'elles ont pris un avion? Et ça aura un impact. Donc les gens vont commencer à regarder, mais effectivement, et on n'aura pas encore de bananiers, je pense, en Bretagne, pas de suite. Donc voilà, donc pour conclure ce webinaire, parce qu'il est 12h10, donc finalement, avec ces deux interventions très riches, on fera un deuxième webinaire, mais je pense que ce ne sera pas la même cible, autour effectivement du Nutri-Score et de la problématique justement de réduction des risques et d'alternatives pour tout ce qui est dans le monde des addictions. Donc comme ça, on séparera le sujet. Je pense que là, on a fait un peu le tour de cette notion de score nutrition et de score environnemental. Julia et Sophie sont aussi à votre disposition. On pourra effectivement continuer à vous répondre. N'hésitez pas à nous faire des petits messages. Il y a des personnes qui ont demandé, Sophie, tes sources, tes études. Donc, ils peuvent te contacter. Tu es hyper facile à trouver sur les réseaux. Hein. Vous allez sur LinkedIn, vous trouvez Sophie. Tu n'es pas loin d'être Top Voice aussi, je pense, comme Sandrine. Et on vous dit donc à bientôt. Notre prochain webinaire sera probablement courant mai, peut-être dernière partie de mai, parce qu'avec tous ces ponts. Et on va faire un focus en partenariat avec le festival Sugar Fruit, un focus sur le sucre. Peut-être Sophie, tu pourras revenir. Et donc, justement, toutes les nouvelles formes de sucre. Pourquoi est-ce qu'on diabolise le sucre alors que c'est la molécule dont notre cerveau a besoin? Mais il y a des sucres et il y a plein d'alternatives aujourd'hui vachement sympas. Je pense à Yacon, je pense à Elsie, je pense aux pâtisseries au Oui. Enfin voilà. D'ailleurs, je vous dis, il y a un festival c'est le 1er juin, le samedi, Sugar Free Festival. Suivez-nous aussi sur les réseaux, on va être partenaires et on fera le webinaire sur ce sujet. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. D'abord, un bon appétit parce que c'est l'heure de manger. Et ça, c'est toujours quand même un plaisir en France. Et je pense que la flamme est en train d'être passée des mains des Grecs à celle de Laure Manodou. Et je trouve que c'est un très, très beau symbole pour ce webinaire 100% féminin. Merci beaucoup, Merci Sophie. beaucoup. Merci, Julia. Et à très bientôt. Et merci à tous.